Ah ben salut tout le monde, bienvenue à votre Quad 9 émission quotidienne que vous aimez beaucoup sur Zouk TV. Et aujourd'hui nous allons recevoir, accueillir comme vous voulez également une dame qui fait un travail extraordinaire en Martinique. Elle est membre, cofondatrice de l'association Culture Égalité qui va fêter ses 10 ans d'existence. Bonjour Madame Georges Arnaud, bonjour, bonsoir comme vous voulez. Bonjour, bonsoir, oui, bonsoir aux téléspectatrices et aux téléspectateurs. Elle est une association comme ça, très active évidemment. 10 années d'existence, je ne vais pas dire que c'est un sacerdoce, mais est-ce que vous pensez que vous avez fait un travail énorme au niveau de la Martinique ? Nous ne savons pas si c'est un travail énorme, mais on ne s'est pas croisé les bras et on a quand même mis en place certaines choses. Par exemple, la prévention qui est pour nous un axe important, c'est-à-dire aller vers la jeunesse, aller vers les enfants. Nous mettons en place une équipe d'intervention de jeunes femmes qui vont dans les lycées, qui vont dans les collèges, pour déconstruire cette société patriarcale, pour leur apprendre à repérer les stéréotypes et sexistes qui existent. Et ça, c'est important pour nous parce que c'est la base. La question de l'école, de l'éducation, c'est la base. Et en direction de cette jeunesse et en direction aussi des enfants, nous avons un nouveau concept que nous appelons matrimoine de la jeunesse. Il s'agit pour nous d'amener les jeunes filles, les jeunes garçons à connaître les femmes inspirantes qui ont bâti notre société pour leur donner d'autres modèles. Et tout ça, c'est fait par des membres bénévolement de l'association Culture Égalité. Alors ça, c'est un premier axe important dans notre action. Voilà, une société, donc vous avez compris, en pleine mutation, avec des schémas familiaux qui ont évolué, avec certains paramètres qui ont changé, augmentation de la violence, ça aussi, ça vous inquiète pas, ça, cette société-là? Ça nous inquiète beaucoup et d'ailleurs, dans le cadre de nos actions à Culture Égalité, nous avons ce que nous appelons notre dispositif CAIFOM qui reçoit de plus en plus de femmes victimes de violences, pas seulement de violences physiques, mais une violence psychologique, une violence morale et beaucoup de souffrance. Et c'est d'ailleurs à partir de ce constat que nous avons pu faire ce cri que nous faisons en direction de la population, en direction des pouvoirs publics, en disant mais qu'est-ce à dire, qu'est-ce qu'on fait pour ces femmes qui sont victimes de toutes les violences possibles et imaginables. Donc cette violence, c'est quoi? C'est d'abord les violences que nous disons dans le couple sont réelles et évidentes, nous l'avons dit, mais il y a aussi cette violence au quotidien sur les conditions de vie des femmes. Et après la pandémie, les choses se sont aggravées. Donc nous avons une société où dans certains quartiers, on nous dit même qu'il y a 70% de femmes qui dirigent les foyers, c'est-à-dire ce qu'on appelle les foyers monoparentaux. Ouais. On a une société quand même où ce sont les femmes qui sont... Le pourcentage de femmes dans la pauvreté est très important. Ce sont elles qui sont les plus nombreuses dans les chiffres de la pauvreté et dans la précarité. Et après la pandémie, il y en a qui ont perdu leur travail. C'est-à-dire, monsieur, madame, excusez-moi, mais on ferme, on licencie, ou on vous met à temps partiel. Et toutes ces femmes-là, c'est une souffrance terrible parce qu'elles, elles doivent assumer une famille, elles doivent assurer des enfants, et elles sont... on n'imagine pas la charge qu'il y a sur le dos de ces femmes, la détresse de ces femmes et tout ce qui peut et de cette détresse aussi il y a des conséquences incroyables sur les enfants qui n'ont pas de modèle de mère qui travaille, parce que c'est important dans un foyer d'avoir un modèle de personne qui se réveille le matin, qui va travailler. Elles ont perdu ces enfants ont perdu ce modèle et elles ont perdu cette dignité de femme qui allait travailler. Alors je vois dans le document qui m'a été transmis, des centaines d'entre nous sont venus grossir des rangs des demandeuses d'emploi. Alors, il y a ces femmes, des mères de famille, etc., responsables, mais il y a de plus en plus également de jeunes mères, des jeunes filles qui ne se sont pas encore émancipées, épanouies, et puis qui sont aussi des mères de famille, ils ont besoin de travail, qu'est-ce qu'on fait là? Oui, on a toujours eu dans notre société martiniquaise, on a toujours eu de jeunes femmes qui sont mères de famille. Et c'est toute cette prévention qu'il nous faut mettre en place pour les amener à comprendre que c'est la conscientisation sur la place qu'elles ont à jouer et que ce qui est important pour nous et pour elles, c'est d'abord leur avenir et la réussite sociale et la réussite scolaire. Parce que quand on a un enfant, c'est difficile
difficile de continuer à l'école, c'est difficile de s'intégrer. Donc le travail que nous voulons faire, mais pas seul, nous voulons pas faire ce travail-là toutes seules, et nous attirons l'attention des pouvoirs publics sur cette réalité sociale qui existe dans notre pays, où trop de personnes sont dans la précarité, trop de femmes sont licenciées, ne travaillent pas et doivent assumer des charges incroyables. Et à côté de ça, dans ce quotidien, vous avez ces femmes qui sont là, avec toutes ces violences économiques, ces violences administratives, ces violences dans le couple. Dans le quotidien, par exemple, on voit les conséquences des gens des grèves sur la question du transport. Là aussi, on ne s'imagine pas ces femmes qui, dans leur corps, leur cœur, la souffrance physique, dans des arrêts de bus qui n'existent pratiquement plus, puisqu'il y en a beaucoup qui ont été brûlés. Madame, je vois justement, je documente toujours des mots qui sont pas assez forts, etc. Sur le bord des routes, d'attendre un éventuel stop, etc. Des gens qui sont contraints, n'est-ce pas, d'attendre ça. Oui. Des grandes personnes aussi, il faut insister là-dessus. Des étudiants, tu vois, dans les abris à moitié détruits entre stations. Donc c'est vraiment une détresse moi, sociale. je vous dis, j'habite à Tivoli, mais il n'y a pas un arrêt de bus correct. Il n'y a pas un qui soit couvert avec un banc ou quelque chose. Donc ces personnes sont là, sans possibilité de se poser pour attendre un bus. Et quand ces bus n'existent pas, on ne sait pas comment les gens se débrouillent. Les gens marchent énormément et souvent avec des sacs, des cabas de course. Et comme vous dites, des personnes âgées qui sont isolées, coupées de tout. Alors nous disons qu'il faut absolument mettre tout ça sur la table. Toutes ces réalités sociales, on ne peut pas faire comme si ça n'existe pas et que qu'on va régler ça et que les gens sont bien contents d'avoir des revenus sociaux et que les gens se contentent de ça. Ce n'est pas vrai. Les femmes pensent et disent, elles veulent travailler. Les jeunes femmes dont vous parlez, même si des fois on a l'impression qu'elles sont arrogantes, mais elles savent pertinemment que par le travail, qu'elles vont arriver à soigner cet enfant qu'elles ont, qui sont sous un enfant dont le père, des fois, n'assume pas non plus le quotidien de cet enfant qui a complètement disparu. On ne sait pas où il est, mais enfin, on connaît notre réalité. Bon, à la décharge des pères, je ne vais pas me faire l'avocat du diable, mais ils ne sont pas tous comme ça, Madame Arnaud. Ah non, je n'ai pas dit qu'ils sont tous comme ça. J'ai dit qu'il y en a quand même pas mal. Michel Timon, vous n'allez pas me faire croire que nous sommes dans une société où nos hommes sont des hommes responsables quand ils ont un enfant et qui vont s'en occuper de façon quotidienne. Nous ne disons pas ça. Il y a des pères responsables, oui, certainement, et heureusement. Mais il y en a quand même qui fuient cette responsabilité. Donc, nous disons que cette société-là, c'est un chaudron, quoi. Les choses vont certainement se dégrader très rapidement. Ça va s'éclater. Et à côté de ces réalités sociales, il y a les enfants. Il y a des enfants qui sont aussi en échec scolaire. Alors on va parler de la scolarité, mais ce que vous venez de dire, c'est très, très, très important. Des éléments de détresse. Vous avez assisté, par exemple, à cette femme qui... ces deux enfants dans le sud de la Savoie. Ça vous a touché. Mais c'est un cas de détresse. Ça nous a d'autant plus touché. Vous ne vous imaginez pas que quelques heures avant, nous avons eu une dame qui travaille dans une crèche qui nous a appelés, et par le biais d'une membre de l'association, qui nous a appelés pour nous dire il faut absolument qu'on puisse loger cette femme avec ses 3 enfants qui est victime de violence et ça ne va pas du tout. Alors on se dépêche, on met les choses en place et on se rend compte qu'elle a été déjà hébergée à Rivière-Pilote. Et on se dit, et on entend en même temps qu'il y a une femme qui a, et dont les enfants sont morts dans une piscine. Mais on ne nous dit pas que c'est... Et après, on se dit, non, c'est pas la même famille. On est loin d'imaginer que cette famille... On vous précise que le signalement avait été fait. Oui, mais ce que je veux vous dire, c'est la rapidité des choses. Dans la même journée, nous recevons ce choc incroyable. Et quelques heures après, cette même membre de l'association Culture Égalité nous appelle et nous dit, c'est la famille. Imaginez-vous le choc cassé. Et puis cette femme, c'est une 25 ans, menue, ratatinée, 3 enfants, avec un monsieur d'une quarantaine d'années. Et voilà, cette détresse. Et c'est pas le seul cas qui a eu d'infanticide. Et donc après, c'est la désespérance. Qu'est-ce qu'elle peut faire avec ces 3 enfants? Et bien entendu, elle sera jugée.
Mais c'est la société qui doit être jugée tout entière. Qu'est-ce qui a été fait pour cette jeune femme martiniquaise? Qu'est-ce qui a été fait pour elle? Comment on l'a accompagnée? Certainement qu'il y a eu un accompagnement social, mais est-ce qu'il a été suffisant? Est-ce qu'on l'a sortie du lieu du crime, du lieu de souffrance dans lequel elle était? Donc, je crois qu'il nous faut tous et toutes nous y mettre, et on fait appel justement à l'État, aux collectivités, pour mettre un vrai plan d'aide, pas d'aide, mais c'est une question politique en fait. C'est une véritable question politique, et c'est notre société qui est en danger. Vous étiez en train d'aborder un problème de scolarité en fait, ça nous a concerné tous les deux, on connaît nos... Est-ce que vous pensez que là il y a un travail à faire également? Il est énorme. Il est énorme, ce travail, parce qu'on se rend compte que l'école est élitiste. Et encore plus avec la pandémie où il y a eu des cours par Wi-Fi, par Internet et tout. Ceux qui n'avaient pas Internet, ceux qui n'avaient pas des parents pour les accompagner, ça a été encore le gouffre. C'est-à-dire qu'on a une rupture sociale. On n'a pas une société à 1, 2, 3 à 2 vitesses. On a une société à 3, 4 vitesses. C'est-à-dire qu'on a dans ces écoles des enfants qui ne vont pas bien, qui échouent depuis la maternelle, qui ne savent pas, qui n'arrivent pas à lire. Et les orthophonistes sont de plus en plus sollicités. Elles n'ont jamais été aussi sollicitées. Avoir un rendez-vous chez une orthophoniste pour régler des problèmes de langage des enfants, c'est la croix et la bannière. Nous disons que justement le plan que nous proposons, que nous demandons de mettre en place, et nous sommes à la disposition avec d'autres associations qui s'y intéressent, c'est mettre en place quelque chose qui part depuis la maternelle pour ces enfants-là. Donc, Madame Arnaud, vous parlez des apprentissages fondamentaux. Fondamentaux. Est-ce que vous pensez que là, il y a matière à avoir une réflexion plus poussée, eu égard aux nouvelles technologies, parce qu'on a quand même... Mais il n'y a pas que les nouvelles technologies. Il y a eu égard aux nouvelles technologies, mais eu égard aussi à l'accompagnement de ces enfants-là, au langage, à les mettre en place les mettre dans une situation de réussite scolaire. Imaginez-vous, regardez autour de vous les enfants des classes moyennes. Comment ils sont éveillés, avec quoi ils sont éveillés. Et les autres qui sont dans des quartiers, qui n'ont déjà pas de modèle de personnes qui travaillent. Et ces personnes qui travaillent, effectivement, sont souvent dans la colère, dans l'aigritude. Donc, il y a aussi permettre aux foyers qui accueillent ces enfants, dans lesquels ces enfants grandissent, leur permettent d'avoir beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de bien-être, pour donner l'amour qu'il faut aussi à ces enfants-là. Parce que quand on n'est pas bien, quand on est aigri, quand les choses ne vont pas, quand on peut pas les nourrir, on a tendance un petit peu à démissionner. À pas démissionner, mais à ne pas faire ce qu'il fallait. Vous pensez bien que ces femmes-là vont lire tous les soirs pour les enfants comme on leur demande. Donc, il faut que la société prenne le relais. Il faut qu'elle prenne le relais. Et ça, c'est fondamental. Et pour tous les enfants des quartiers. Et le faire, pas de façon ponctuelle, anti-l'école là, mais prendre un plan, disant, on commence par le Nord-Atlantique et on fait tout. Et en même temps, on agit en direction des parents également. Pas seulement des enfants, mais l'école a un rôle important à jouer. L'école, le rectorat, avec les collectivités, et c'est vraiment un plan de réussite scolaire. Et c'est la réussite scolaire, Michel, qui va permettre de diminuer les violences que nous subissons actuellement, les violences que nous voyons tous les jours, quotidiennes. Ouais. Et c'est quand on a réussi à l'école, quand on a un langage qui est un petit peu plus riche, qu'on peut se faire comprendre, quand on a un travail, et c'est la réussite scolaire qui emmène l'insertion sociale. Ouais. Il y a une maturité de réflexion, mais une maturité de réflexion également qui peut nous conduire à observer des phénomènes quand même juste là irrésolu, avec des injustices parfois. La question du chlordécone, je vois des fois que vous en parlez. Nous ça aussi, ça fait partie. On subit tout, ces femmes subissent tout, nous subissons tout. La question du chlordécone, cette question de non-lieu, qui est une injustice, c'est une injustice en direction de toute la population de la Martinique, et les femmes dont nous parlons dans notre papier le vivent directement. Alors on se dit des fois, pourquoi elles ne sont pas dans la rue avec nous? Et comme nous disons dans le papier, elles n'ont ni le temps ni l'énergie pour venir dans la rue et dénoncer. Et ça aussi, on observe une baisse des mobilisations. Parce que les gens ont l'impression qu'ils sont laissés pour compte. Madame Arnaud, ou laxisme? C'est pas du laxisme. Les gens s'en foutent, quoi. Non, les gens ne s'en foutent pas, parce que quand nous passons dans la rue, les gens nous applaudissent.
Les gens applaudissent et disent c'est bien. Mais simplement que les gens ne croient plus en rien. Ils ont l'impression que ce sont des laissés pour compte. Un fatalisme. Un fatalisme et une démission des pouvoirs en leur direction. Et là, nous disons que ces femmes, malgré tout, toute leur souffrance, malgré tout ce qu'elles portent, les charges mentales, les triples journées de travail, eh bien, elles résistent. Elles résistent parce que si elles n'étaient pas là, je ne sais pas ce que serait notre pays, parce que celles qui font les ménages pour les gens, celles qui nettoient les bureaux, celles qui font les petits boulots. Imaginez si on faisait comme en Europe, le 8 mars, les associations féministes font une grève des femmes. C'est-à-dire que les femmes arrêtent de travailler pendant 24 heures. Et arrêtent aussi de faire l'amour de toutes sortes de choses. Les femmes arrêtent toute activité, quelle qu'elle soit. Imaginez-vous ça. Imaginez le pays, la Martinique, quand si les femmes restent chez elles, descendent dans la rue et ne font rien pendant 24 heures. Ah ben, on serait mal, hein, je peux vous le dire. Donc, c'est une injustice, c'est une trop grosse injustice. L'oppression des femmes, l'exploitation des femmes, ce n'est pas supportable. Donc, on ne peut pas construire notre Martinique, on ne peut pas construire non plus la Guadeloupe, on ne peut pas construire, quel que soit le pays, avec des gens qui sont dans une aussi grande souffrance. Donc, nous disons que faisons ensemble quelque chose pour qu'on puisse avoir un pays qui aille vers le bien-être, vers le mieux-être, avec plus comment je veux dire, des gens heureux, des gens au moins heureux, des gens qui ont envie d'y vivre, quoi. Voilà. Mais effectivement, il y a tout ça, il y a le constat, mais il y a aussi des responsabilités. Alors vous mettez en cause une attitude générale, une mutation sociale qui a rendu les gens un petit peu blasés, on va dire ça, ou bien est-ce que les politiques ont aussi leur part de responsabilité? Nous avons toutes et tous une part, c'est-à-dire que si nous voulons mettre un plan, ce sont les politiques, c'est l'État français, ce sont les collectivités, quelles qu'elles soient, que ce soit la commune, que ce soit les communautés de communes, enfin je ne sais pas, c'est un autre nom, tout le monde, et les citoyens, les citoyennes, les associations aussi. Donc c'est un plan qu'on doit mettre en place et en réunissant les gens pour dire qu'est-ce qu'on va faire. Et il y a aussi on a aussi toutes ces associations, le Pôle emploi, toutes ces personnes qui doivent prendre des responsabilités et voir. Mais c'est urgent. Hein, on n'est pas venu parler pour parler. Nous les voyons, nous les rencontrons. Et il y a aussi les femmes migrantes qui sont dans des situations désespérées. On ne peut pas construire notre pays sans penser qu'il y a des gens de la Caraïbe qui sont là. On est inscrit dans un espace caribéen. Qu'on doit les inscrire aussi dans cette progression sociale, dans cette réussite sociale que nous voulons toutes et tous. Oui, mais il y a un élément aussi dont il faut tenir compte. Est-ce que c'est pas aussi parler d'assistanat quelque part? Parce que souvent on fait appel aux... Mais on dit, c'est un mot, c'est ici seulement qu'on emploie assistanat. Dans les autres pays, on parle de solidarité. Vos impôts et tout ça, c'est de la solidarité. Quand les gens ont des revenus sociaux, c'est de la solidarité. Sans quoi, qu'est-ce que ça y fait? Qui ça me dit qu'il fait? Bon, il y a vivre dans d'autres pays, et type ni ça. Mais je dis que c'est important qu'il y ait cette solidarité. Mais on doit faire autre chose. Parce que les gens ont besoin de travailler. Le travail, faut que les gens s'investissent. Voilà. Ouais, ils s'investissent, il y a des moyens. Parce que quand on vous parle des fils qu'on voit à la CAF, etc., il faut, c'est un constat, quoi. Mais oui, mais il faut développer le pays économiquement. Il y a des filières à développer. Il y a des filières à développer. Il y a des entreprises à créer. Il y a plein de choses à faire dans ce pays pour éviter autant d'importation d'ailleurs. Il y a une multitude de choses à développer et tout le monde le sait, tout le monde le connaît ce qu'il y a à faire. Simplement, il faut mettre en œuvre et rapidement qu'on ne soit pas justement à importer 90% de ce que nous mangeons, ne serait-ce que dans l'agriculture, la culture saine, il y a encore des choses à faire. Et puis, nous redisons que la réussite scolaire est importante pour que les gens puissent s'impliquer, puissent avoir des enfants épanouis, qui ne sont pas les laissés pour compte sur les bancs de l'école et qui ne soient pas ceux qui laissent l'école aussi, qui abandonnent l'école de toutes les façons.
Des fois, souvent, vous entendez cette réflexion-là, oui, mais nous ne sommes pas matures, etc. Considérer, c'est maintenant. Nous pas matures, bon, il suffit qu'on se mette ensemble et qu'on réfléchisse à tout. Voilà, c'est ce qui est important. Donc, je crois que tout le monde nous avons tous et toutes des réflexions et tout le monde a des solutions. Il faut les mettre ensemble. Et c'est un cri du cœur, hein, vraiment. Notre association appelle nos dirigeants et nos dirigeantes à s'impliquer dans cette lutte sociale. Voilà. Donc vous avez évidemment un t-shirt à nous montrer, un t-shirt très intéressant, justement. Et alors là, nous allons également terminer sur un mot d'espoir peut-être, Madame Georges Arnaud. Donc, un mot d'espoir pour ce public qui nous attend. Vous aurez des actions pendant cette année 2023. Vous allez leur montrer le t-shirt. Le t-shirt de l'association, on se met debout. Non, c'est pas le t-shirt de l'association, oui. C'est le t-shirt d'une artiste que nous connaissons, qui s'appelle Gladys Gambi, qui est une plasticienne. Et il m'a été offert pendant les vacances. On fait un gros plan sur le t-shirt. Mon cadeau de Noël. Et donc, on peut trouver, c'est un magnifique t-shirt, quand je passe dans la rue de Fort-de-France, on me félicite pour ce t-shirt. Alors, on peut la trouver sur Internet, Gladys Gambi. Elle est plasticienne, elle est, une artiste qui a beaucoup de cordes à son arc. Alors voilà, c'est pour ça que je l'ai portée ce matin, pour dire qu'il faut aider ces plasticiennes, il faut aider nos artistes caribéennes également. Voilà. Alors, le mot d'espoir, ce que nous voulons dire, c'est pour cette année 2023, je suppose qu'il y a des actions qui sont prévues. Hein, oui, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est qu'on continue à lutter, que ces femmes toutes les femmes se mettent ensemble et que nous avons aussi des hommes qui sont des alliés. Nous sommes une association non mixte, mais les hommes sont des alliés. Ils ont leur rôle à jouer dans cette société et nous les sollicitons dans les actions que nous menons. Mais nous avons d'abord cette action de conscientisation à faire avec les femmes pour qu'elles soient vraiment dans la résistance, et elles le sont déjà dans la résistance, mais de façon solidaire et ensemble. Voilà. Mesdames et messieurs, vous avez compris que le message, il est fort, hein, ok? Culture, égalité, l'en état là, nous pas qu'à mourir nous là, et puis autres, bonne chance à tous, et bonne fête de fin d'année. À très bientôt sur Zouk TV. Merci.